Mon ex-infidèle m'a envoyé un message, on a juste besoin que tu viennes au mariage pour qu'on puisse tourner la page. 3 ans après l'avoir surprise avec mon meilleur ami, j'ai répondu, non merci, et j'ai repris le cours de ma vie. Jusqu'à ce que des amis communs commencent à me demander pourquoi mon absence les terrifiait autant. Ça va paraître mesquin, mais j'ai besoin de savoir si je suis raisonnable, car tout le monde me dit de passer à autre chose. Et honnêtement, je commence à douter de ma propre santé mentale. Je m'appelle Thomas, j'ai 32 ans et je suis chef de projet dans une entreprise de BTP de taille moyenne ici à Lyon. Il y a 3 ans, ma vie a implosé de la manière la plus cliché possible. Je suis rentré chez moi et j'ai surpris ma copine depuis 2 ans, Manon, et mon meilleur ami depuis le lycée, Lucas, en pleine action dans le salon de Lucas. Ce n'était pas une erreur d'un soir après une soirée trop arrosée, ni une amourette émotionnelle qui a dérapé, mais une relation à part entière qui durait apparemment depuis des mois dans mon dos. Les détails importent peu. Ce qui compte, c'est que j'ai perdu 2 des personnes les plus importantes de ma vie en l'espace de 30 secondes. La fille que je pensais épouser un jour et l'ami pour qui je m'étais battu dans d'innombrables bagarres de bar, que j'avais aidé à déménager 4 fois et que j'avais appelé en premier à la mort de mon père. J'ai géré ça comme je gère tout le reste, comme un chantier de construction. J'ai éliminé les matériaux endommagés, évalué ce qui était récupérable et reconstruit sur des fondations solides. J'ai bloqué leurs numéros, je les ai supprimés de tous mes réseaux sociaux, j'ai emballé les affaires de Manon pour les déposer devant la porte de sa sœur, et j'ai déménagé dans un autre arrondissement pour ne pas risquer de les croiser par hasard au supermarché. Pendant 3 ans, je me suis tenu à ce plan. Je me suis construit une nouvelle vie, j'ai été promu 2 fois, j'ai acheté une maison à Écully et j'ai recommencé à fréquenter des femmes quand je me suis senti prêt. Le fait de couper tout contact n'était pas pour faire du drame. C'était pour protéger les fondations que j'essayais de reconstruire. Certaines relations ne peuvent pas être réparées, et je n'avais aucune envie d'essayer. Ce qui m'amène à mardi dernier. Manon m'a envoyé un SMS. J'avais bloqué ses appels il y a des années, mais j'avais laissé les SMS débloqués en cas d'urgence absolue. Le message était long, trop long. Mais l'essentiel, c'est qu'elle et Lucas vont se marier dans 6 semaines, et ils veulent que je sois là. Pas juste invité, ils veulent vraiment que je vienne, pour clore le chapitre et guérir les vieilles blessures afin que nous puissions tous avancer en tant qu'adultes. J'ai fixé ce message pendant peut-être 10 minutes en essayant de comprendre dans quel univers vivent ces gens où la personne qu'ils ont trahi leur doit une quelconque conclusion. Ma réponse a été simple, non merci. Bonne chance. Ça aurait dû s'arrêter là. Au lieu de cela, Manon a envoyé un autre message, plus long cette fois, expliquant à quel point ils ont grandi et combien mon pardon est important pour eux. Qu'ils savent que ce qu'ils ont fait était mal, mais qu'ils ont construit quelque chose de beau ensemble et qu'ils veulent que je participe à cette célébration. L'audace de cette déclaration me sidère encore. Ils veulent que je célèbre la relation qui a commencé par des mois de mensonges en plein visage. Ils veulent que je les regarde se promettre fidélité alors que toute leur fondation repose sur l'infidélité. Je n'ai pas répondu au deuxième message, mais apparemment, le silence n'est pas une réponse acceptable car maintenant, des amis communs s'en mêlent. Mon pote Maxime m'a appelé hier pour me dire que Manon l'avait contacté pour savoir si j'allais bien, s'il y avait autre chose qui expliquait pourquoi je gardais autant de colère après si longtemps. Maxime, à son honneur, lui a dit de me laisser tranquille. Mais il m'a aussi demandé si je ne devrais pas envisager d'y aller juste pour enterrer la hache de guerre une bonne fois pour toutes. Voici ce que les gens ne semblent pas comprendre. Je ne m'accroche pas à la colère. J'ai lâché la colère il y a 3 ans quand j'ai décidé de construire une vie qui n'inclut pas les gens qui me mentent et trahissent ma confiance. Ce n'est ni une punition ni une vengeance. C'est une question de conséquence. Quand vous détruisez la vie de quelqu'un pour votre propre bonheur, l'une des conséquences est que cette personne peut ne plus vouloir de vous dans sa vie. Quand vous choisissez de prioriser vos désirs sur la loyauté et l'honnêteté, l'une des conséquences est que la personne que vous avez blessée n'a peut-être pas envie de vous aider à vous sentir mieux par rapport à vos choix. Je ne suis pas en colère contre Manon et Lucas. Je suis indifférent à leur égard, mais l'indifférence n'est apparemment pas suffisante. Ils ont besoin de ma participation active pour absoudre leur culpabilité. Le mariage a lieu dans un domaine huppé du Beaujolais. J'ai vérifié en ligne. 150 invités, photographes professionnels, le grand jeu. Ils ne sont pas en difficulté financière. Ils ont tous les deux de bons boulots. Ce n'est pas une petite réunion intime où ma présence ou mon absence changerait logistiquement quelque chose. Alors,
Pourquoi ont-ils tellement besoin de moi au point d'enrôler des amis communs pour me mettre la pression? Je pense savoir pourquoi, et cela me rend plus déterminé que jamais à rester à l'écart. Première mise à jour. Cela fait 2 semaines depuis mon post original et les choses sont devenues encore plus bizarres. Je pensais que dire non suffirait, mais apparemment Manon et Lucas ont fait de ma présence une sorte de mission. Le week-end dernier, 3 amis différents m'ont contacté à propos de ce mariage. Pas des gens à qui je parle régulièrement, mais des gars de notre ancien groupe que je vois peut-être 2 fois par an lors d'apéro ou de barbecue. Tous avec le même message, Manon et Lucas sont vraiment désolés, ils veulent juste la paix et mon absence va gâcher l'ambiance et mettre tout le monde mal à l'aise. C'est cette dernière partie qui m'a fait tout comprendre. Il ne s'agit pas de ma guérison. Il ne s'agit pas de tourner la page ou de croissance personnelle ou de tout ce langage thérapeutique que Manon continue d'utiliser. Il s'agit de se sentant mal à l'aise à leur propre mariage parce que les gens vont remarquer que je ne suis pas là et se demander pourquoi. J'ai commencé à poser des questions à ses amis communs. Des trucs anodins, comme comment vont Manon et Lucas, s'ils ont l'air heureux, ce genre de choses. Et voici ce que j'ai appris. Leur relation a été chaotique au possible. Ils ont rompu 2 fois au cours des 3 dernières années. Une fois pour 6 mois, une fois pour 2. Ils ne se sont fiancés qu'il y a 4 mois après avoir suivi une thérapie de couple parce que Manon avait apparemment des doutes sur le fait qu'ils soient faits l'un pour l'autre. Un de mes amis, Julien du boulot, l'a parfaitement résumé, ils te veulent là-bas parce que te voir heureux pour eux prouverait qu'ils ont fait le bon choix. Ton absence confirme qu'ils ont détruit quelque chose de bien pour quelque chose qui ne fonctionne même pas, ça m'a frappé de plein fouet parce que c'est exactement ça. Voici ce que je pense qu'il se passe réellement. Manon et Lucas savent que leur relation est construite sur des fondations fissurées. À chaque dispute, chaque fois que les choses deviennent difficiles, ils se rappellent qu'ils ont commencé par trahir quelqu'un qui leur faisait confiance à tous les deux. Ils ne peuvent pas échapper au fait que leur histoire d'amour commence par une tromperie. M'avoir à leur mariage, souriant, les félicitant, jouant le rôle de l'ex gracieux qui a tourné la page, leur permettrait de réécrire cette histoire. Au lieu de « nous avons trahi Thomas et détruit notre groupe d'amis », cela devient « tout le monde est heureux et nous soutient, même Thomas ». Mon absence, en revanche, est un rappel permanent que leur relation a fait des victimes. Chaque chaise vide dans cette salle représente quelqu'un qui a été blessé en chemin. Plus j'y pense, plus je réalise que cela n'a rien à voir avec moi et tout à voir avec leur culpabilité. J'ai pris un café avec ma sœur Camille hier et je lui ai raconté tout ça. Camille est infirmière, super pragmatique. D'habitude, elle me dit quand je suis déraisonnable. Son point de vue était intéressant. Ils te demandent de faire le travail émotionnel à leur place, a-t-elle dit. Ils veulent que tu gères leur culpabilité pour qu'ils puissent profiter de leur mariage sans affronter ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas ton boulot. Elle a raison. Je ne suis pas responsable de les aider à se sentir mieux par rapport à leur choix. Mais c'est là que ça se complique. Camille pense aussi que je devrais envisager d'y aller, pas pour eux, mais pour moi. Son argument est que venir prouverait que je suis vraiment passé à autre chose, que je suis assez confiant dans ma propre vie pour que leur présence ne m'affecte pas. Si tu es vraiment indifférent, quel est le mal à passer quelques heures là-bas, a-t-elle demandé. Je n'ai pas pu répondre sur le moment, mais j'y ai réfléchi depuis. Et je pense avoir compris pourquoi l'idée me dérange tant. Ce n'est pas que je ne peux pas supporter d'être près d'eux. Je le pourrais probablement. C'est qu'assister à leur mariage reviendrait à participer à un mensonge. Ils me veulent là comme preuve que ce qu'ils ont fait n'était pas si grave. Que les dégâts étaient minimes. Que tout le monde est passé à autre chose et que tout s'est arrangé. Mais ce n'est pas vrai. Ce qu'ils ont fait était grave. Les dégâts étaient importants. Les gens ne sont pas simplement passés à autre chose. J'ai dû reconstruire complètement ma vie sociale et ma capacité à faire confiance. Et même si tout s'est finalement arrangé pour moi, c'est parce que je les ai sortis de ma vie, pas parce que je leur ai pardonné. Ma présence leur donnerait la permission de raconter une histoire sur leur relation qui efface le cours réel de ses débuts. Je ne ferai pas ça. Deuxième mise à jour. Vous vous souvenez quand j'ai dit que je commençais à comprendre leur motivation? Il s'avère que je leur donnais trop de crédit. La vraie raison est pire que ce que je pensais. Cette semaine, j'ai découvert ce que Manon raconte aux gens sur notre rupture, et honnêtement, ça explique tout. Ma sœur Camille connaît la sœur de Manon par le travail. Elles sont toutes les deux dans le milieu médical et se sont retrouvées à la même conférence le week-end dernier. Camille n'avait pas prévu d'aborder la question du mariage, mais la sœur de Manon en a parlé la première.
Apparemment, Manon raconte aux gens que je ne tenais jamais vraiment à notre relation et que je suis passé à autre chose immédiatement, tout cela pour minimiser l'impact de ce qu'elle a fait. Selon sa version des faits, j'étais déjà désinvesti de notre couple, c'est pourquoi elle a trouvé du réconfort auprès de Lucas. Elle dépeint notre rupture comme mutuelle et sans drame. Le problème avec cette histoire, c'est que plusieurs personnes se souviennent de comment les choses se sont réellement passées. Ils se souviennent que je suis arrivé chez Lucas avec l'air d'avoir été percuté par un camion. Ils se souviennent que j'ai pratiquement disparu de notre groupe d'amis pendant 6 mois. Ils se souviennent du fait très évident que j'étais anéanti. Donc, l'histoire révisionniste de Manon ne passe pas comme elle le voudrait. Les gens savent qu'elle ment, ce qui la fait paraître pire, pas meilleure. C'est là que ça devient vraiment pathétique. Les parents de Manon et certains de ses vieux amis connaissent la vraie histoire sur le début de sa relation avec Lucas. M'avoir au mariage lui permettrait de me pointer du doigt et de dire « Regardez, même Thomas nous soutient maintenant. Il a tourné la page et il est heureux pour nous. » Mon absence, en revanche, est un rappel constant que leur relation a commencé par une trahison. Chaque personne qui demande « Où est Thomas ? » Je croyais que vous étiez amis, les force soit à mentir, soit à admettre que leur histoire d'amour comporte des chapitres très laids. La conversation de Camille avec la sœur de Manon a révélé autre chose d'intéressant. Manon est sincèrement angoissée à propos du mariage. Pas le trac normal de la mariée, mais une véritable anxiété à savoir si les gens vont les juger, si la journée sera maudite, si leur relation pourra survivre au regard des autres. Elle continue de dire qu'elle veut juste que tout le monde soit heureux et célèbre avec eux, a dit la sœur de Manon à Camille. Mais je pense qu'elle a peur que les gens pensent à la façon dont tout a commencé au lieu de se concentrer sur là où ils en sont maintenant. Eh bien, oui. C'est ce qui arrive quand on construit quelque chose sur des fondations de mensonges et de trahison. Les gens s'en souviennent. Lucas, de son côté, a contacté certains de nos amis communs avec une approche différente. Il joue la carte du code d'honneur des potes. Ironique, vu que c'est lui qui a brisé cette règle en premier lieu. Mon ami Julien m'a dit que Lucas l'avait appelé pour lui demander s'il pouvait me faire entendre raison à propos du mariage. L'argument de Lucas était que notre amitié était plus importante qu'une fille et que je laissais ma fierté faire obstacle à la réparation de quelque chose de significatif. Le culot de ce mec. Il a détruit nos 14 ans d'amitié pour une fille et maintenant il veut que je priorise cette même amitié au-dessus de mes propres limites parce que ça l'arrange. La réponse de Julien a été parfaite, tu as fait ton choix il y a 3 ans. Thomas fait son choix maintenant. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais voici ce qui a vraiment scellé ma décision. J'ai découvert que Manon dit aux gens que si je ne viens pas, cela prouvera que je suis toujours accroché à elle, que mon absence est la preuve que je n'ai pas tourné la page. La manipulation dans cette déclaration est époustouflante. Soit je viens à son mariage et je valide ses choix, soit je ne viens pas et elle raconte aux gens que c'est parce que je suis toujours amoureux d'elle. C'est là que j'ai réalisé que ce n'est pas une question de fermeture ou de guérison. C'est une question de contrôle. Elle veut contrôler le récit de ce qui s'est passé entre nous, et elle a besoin de ma participation pour faire valider sa version préférée. Eh bien, voilà le truc avec les chantiers de construction. Parfois, il faut laisser un bâtiment s'effondrer au lieu d'essayer d'étayer quelque chose qui a été mal construit dès le départ. Je ne vais pas aider Manon et Lucas à se sentir mieux dans leur choix. Je ne vais pas valider leur relation en prétendant qu'elle n'a pas commencé par une trahison. Et je ne vais certainement pas laisser Manon utiliser mon absence comme preuve que je suis toujours amoureux d'elle. J'ai prévu quelque chose de mieux. Dernière mise à jour. Alors, le mariage était samedi dernier. Je n'y suis pas allé, évidemment, mais je ne suis pas resté assis chez moi à me demander ce qui se passait. J'avais un plan. Samedi matin, environ 2 heures avant leur cérémonie, j'ai envoyé un SMS groupé à Manon, Lucas et à tout leur cortège de garçons et demoiselles d'honneur. Le message était simple, je passe un super samedi. Merci pour le rappel de ce à quoi ressemble la vraie loyauté. Profitez bien d'expliquer mon absence à vos invités. Thomas. J'ai joint une photo de moi dans ma brasserie artisanale préférée avec Julien et 2 autres amis, tous en train de passer clairement un bon moment. Je savais exactement ce que ce message ferait, et il a eu l'effet escompté. En moins d'1 heure, j'ai reçu des textos de 3 membres du cortège demandant ce qui s'était passé, ce que le message voulait dire, si tout allait bien. Cela a forcé Manon et Lucas à passer la matinée de leur mariage à répondre à des questions sur pourquoi je n'étais pas là et ce que signifiait mon message cryptique, au lieu de se préparer pour leur grand jour.
Ils ont dû gérer leurs témoins qui posaient soudainement des questions inconfortables sur l'histoire qu'ils essayaient de dissimuler. Julien, qui connaît certains membres du cortège via le travail, m'a dit que les préparatifs étaient tendus à mourir. Apparemment, Manon a fondu en larmes dans la suite nuptiale. Pas de bonheur, mais de stress à l'idée que les gens passent tout le mariage à parler de mon absence au lieu de célébrer leur union. Mission accomplie. Voici ce que j'ai appris des amis communs qui ont assisté au mariage. Il y avait une ambiance bizarre. Les gens n'arrêtaient pas de demander où j'étais, surtout les plus âgés qui se souvenaient de Lucas et moi comme étant inséparables au lycée et à la fac. Les proches de Manon demandaient à sa mère pourquoi Thomas n'était pas là, forçant des explications sur le fait qu'on s'était éloigné et que tout le monde savait être des conneries. La réception a été pire. Pendant le discours du témoin, le frère de Lucas a fait un commentaire sur les amis qui ont été avec nous à travers tout. Et plusieurs personnes dans la salle ont regardé autour d'elle, confuses, parce qu'évidemment je n'étais pas là et j'étais l'ami que tout le monde associait à Lucas. Manon a apparemment craqué à nouveau pendant la soirée quand quelqu'un à sa table a mentionné qu'il pensait que j'étais censé être là. Elle a dû s'excuser pour aller aux toilettes et Lucas a dû la suivre, quittant leur propre réception pour gérer son anxiété liée à mon absence. Mais voici la partie qui montre vraiment à quel point leur situation est tordue. J'ai appris par Camille que la sœur de Manon a passé une partie de la soirée à expliquer aux gens que Manon et Lucas s'étaient éloignés de certains vieux amis et que parfois les gens ne supportent pas le changement. Même à leur propre mariage, ils ne pouvaient pas dire la vérité sur ce qui s'est passé entre nous. Le meilleur dans tout ça, c'est que 3 personnes différentes qui ont assisté au mariage m'ont contacté après coup. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années, disant qu'ils comprenaient enfin pourquoi j'avais coupé les ponts et qu'ils respectaient mon choix. Un gars m'a dit qu'il avait perdu le respect pour Lucas il y a des années, mais n'avait jamais rien dit parce que ce n'était pas ses affaires. Il s'avère que beaucoup de gens avaient vu clair dans le jeu de Manon et Lucas mais ne voulaient pas être impliqués dans le drame. Mon absence stratégique leur a donné la permission de reconnaître ce qu'ils pensaient depuis le début. 6 mois plus tard, je peux vous dire que les choses se sont déroulées exactement comme je l'avais prévu. Le mariage de Manon et Lucas a commencé sur de mauvaises bases parce que la journée a souligné leur culpabilité au lieu de célébrer leur amour. Quand vous passez le jour de votre mariage à expliquer pourquoi certaines personnes ne sont pas là au lieu de vous concentrer sur celles qui le sont, ça donne un ton assez sinistre au mariage. J'ai entendu par Camille qu'ils ont eu une énorme dispute pendant leur lune de miel parce que Manon était toujours contrariée par la façon dont le mariage s'est déroulé. Elle reprochait à Lucas de ne pas avoir mieux géré la situation avec moi. Et lui reprochait d'en faire tout un plat. Ils avaient tous les deux raison, ce qui est bien le problème. Ils ont créé une situation où leur jour de mariage a été partiellement éclipsé par le fantôme de leur trahison, et ils en sont tous les deux responsables. Julien m'a dit que Lucas l'a contacté quelques mois après le mariage, demandant si je serais ouvert à crever l'abcès maintenant qu'ils sont mariés. La réponse de Julien a été parfaite, Thomas a été clair depuis 3 ans. C'est vous qui continuez à rendre les choses compliquées. Je n'ai jamais répondu à cette tentative de rapprochement et je ne le ferai pas. Pas parce que je suis en colère, mais parce que je me fous sincèrement de leur mariage, de leur culpabilité ou de leur besoin de ma validation. Ils ont fait leur choix. J'ai fait les miens. Et les conséquences se sont déroulées exactement comme elles le devaient. Le mois dernier, j'ai obtenu une promotion au poste de directeur de travaux principal. J'ai acheté une maison plus grande dans les Monts d'Or. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un qui comprend vraiment la différence entre la loyauté et la convenance. Ma vie est exactement ce que je voulais qu'elle soit quand j'ai commencé à reconstruire il y a 3 ans. L'agence d'assurance de Lucas l'a licencié il y a 2 semaines. Coupe budgétaire. Camille a entendu par la sœur de Manon qu'ils ont des problèmes conjugaux parce que Manon blâme leur stress financier sur des problèmes non résolus ou de leur passé qui affectent les performances professionnelles de Lucas. Je ne me réjouis pas de leurs difficultés parce que je ne suis pas aussi mesquin. Mais je dirais ceci, quand on construit quelque chose sur des fondations de trahison et de mensonges, ne soyez pas surpris quand des problèmes structurels apparaissent plus tard. On ne peut pas rénover des défauts de caractère avec une cérémonie de mariage. Le dernier message que je leur ai envoyé était 6 mois après leur mariage, quand la nouvelle de ma promotion a circulé dans notre réseau d'amis communs. J'ai entendu dire par des amis, votre première année a été difficile. Construire du neuf sur des fondations fissurées ne marche jamais. J'espère que vous le comprendrez. Ne me contactez plus. J'ai bloqué leur numéro après ça. Pas par colère, mais parce que certains chapitres doivent rester fermés.